Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. En juin 1974, une semaine avant le départ de l'Explorer, on va demander aux hommes de rédiger carrément un testament. Ces documents étaient nécessaires au cas où ils seraient capturés par les Russes tout simplement, ou trouveraient la mort même pendant la mission. Jusqu'au départ de l'Explorer, le nom de code de la mission a été Azorian. La dernière étape de l'opération a été baptisée TO, Target Object. Mais au moment où l'Explorer a pris la mer, la CIA a décidé d'abandonner cette dénomination et va lui préférer le projet Jennifer. Voilà d'où vient le projet Jennifer. L'Explorer va donc quitter Long Beach Harbor dans la nuit du 20 juin 1974. Le lendemain, les habitants du voisinage ne vont plus trouver qu'une jetée déserte. Le navire va dépasser l'île de Santa Catalina, va faire route en direction d'une zone du Pacifique que seuls les responsables de l'opération évidemment connaissent. Là, 15 jours plus tard, 6 ans d'efforts, de réunions secrètes, des milliers d'heures de travail et évidemment des millions et des millions de dollars d'investissement vont peut-être enfin porter leurs fruits. On a su d'ailleurs que l'Explorer ne serait pas laissé seul dans le Pacifique. Vous avez un escadron de la marine, de nombreux appareils électroniques surveilleraient le trafic aérien et maritime dans tout le Pacifique Nord. Les avions de la marine étaient également équipés d'appareils électroniques. Les pilotes auraient pour mission de suivre les évolutions de l'Explorer et de signaler tout mouvement de vaisseaux soviétiques dans un rayon de 100 000 autour de l'objectif. Enfin, tous les amiraux de la flotte se tenaient prêts à intervenir au cas où l'Explorer serait arraisonné. Mais il y avait quand même quelques raisons de douter de ces promesses, parce que vous imaginez bien que ça voulait dire tout simplement déclaration de guerre. Néanmoins, il semble que la CIA ait prévu le pire. Des mesures d'urgence avaient été mises au point dans l'éventualité où les Russes s'empareraient justement du navire et de l'équipage. Avec ces machines secrètes, ces millions de dollars d'appareils électroniques, il n'était évidemment pas question qu'ils tombent aux mains des Soviétiques de façon intacte, comme le Pueblo naguère aux mains des Nord-Coréens. Donc on a placé des charges explosives dans les cloisons, aux 4 coins de la Moonpool, près de la ligne de flottaison. L'énorme navire coulerait alors en quelques minutes. Et pendant ce temps-là, à Washington, le président Nixon, lui, avait quelques difficultés, vous vous en doutez, de plus en plus grandes à rester en place. En juin 1974, il lui devient impossible de prendre la moindre décision politique importante. Il n'aurait même pas pu couvrir la mission de récupération si les Russes en avaient eu vent. On savait même que Leonid Brejnev s'inquiétait de la faiblesse du président, n'était même pas disposé à entamer des négociations sérieuses avant que Nixon soit de nouveau en position de force et qu'une nouvelle administration ait été mise en place. 2 semaines avant le départ de l'Explorer, les responsables de la CIA ont dû affronter un problème plus grave encore. Le 5 juin 1974, plusieurs hommes entraient par effraction dans les bureaux de Hughes Building et réussissaient à s'emparer d'un coffre contenant un grand nombre de documents relatifs aux activités secrètes de l'empire d'Howard Hughes. Alors quand le Hughes Glomar Explorer va arriver à destination le 5 juillet, ni le ciel clément, ni la mer calme qu'on pouvait attendre à trouver en pareille saison n'étaient au rendez-vous, évidemment. Dans ces cas-là, c'est toujours assez incroyable. Le site exact, tel que l'avaient déterminé les satellites, avait une marge d'erreur inférieure à 9 mètres. Il faut quand même se rendre compte de ça, c'est quand même incroyable. Il a donc fallu attendre 5 jours que le temps s'améliore. Au matin du 6e, il n'y avait plus que des creux de 5 mètres compatibles avec les capacités technique de l'Explorer permettant l'assemblage et la descente des tubes. Alors, 5 mètres, c'est bon, les hommes exultent, c'est bon, c'est parti. Il y avait toujours des fuites dans la Moonpool, en partie parce que Clémentine avait violemment heurté les portes. Le navire ne risquait pas de couler, heureusement, mais les responsables se demandaient avec inquiétude si les portes, justement, se refermeraient quand le sous-marin se trouverait, lui, à l'intérieur. Et quand l'Explorer a été exactement au-dessus du sous-marin russe, les ordinateurs ont enclenché le système de stabilisation automatique dont je vous ai parlé dans le premier épisode. Les propulseurs avant et arrière, commandés électroniquement, ont en fait compensé, si vous voulez, l'action des vagues des 2 côtés du navire, constamment. Vous avez ça aujourd'hui, en fait, dans les voitures. L'électronique embarquée, l'intelligence artificielle, permet de suivre la route de la même façon. Au moment même où les opérations allaient commencer, des navires soviétiques sont apparus à l'horizon. Les chalutiers
et les bâtiments de communication qui effectuaient perpétuellement des missions de renseignement sont passés si près de l'Explorer que les équipages ont pu échanger des signes. À la surprise générale, des femmes prenaient des bains de soleil sur le pont des chalutiers. Elles constituaient des points de mire favoris évidemment des Américains quand les embarcations ont dépassé leurs navires immobiles et ont fait demi-tour avant de repasser. Et malgré la surveillance de ces unités étrangères, les responsables de la CIA ont décidé de commencer les opérations quand même. Il semble d'ailleurs que les Russes n'aient absolument rien détecté d'anormal, puisqu'en fait ils ont décidé, en fin de compte, de s'éloigner tout en restant quand même dans les parages et en continuant à observer à bonne distance l'Explorer. Pendant ce temps-là, on ouvrait les portes de la Moonpool et quand il y eut environ 11 mètres d'eau, Clémentine fut presque entièrement recouverte. Je rappelle encore une fois, Clémentine, ce sont les énormes pinces. Alors on a abaissé le premier tube au centre du plafond de la Moonpool pour première étape importante de l'opération, c'est-à-dire l'accrochage. On a fait d'ultimes essais quand même pour s'assurer que les 8 hélices fonctionnaient sur les côtés de Clémentine, répondraient correctement aux instructions des ordinateurs, parce que là c'est pareil, il faut que ça reste continuellement à l'horizontale bien sûr. Alors a commencé la descente. La descente s'effectue à raison d'1,80 m par minute. Imaginez un peu la lenteur. Sur les écrans de télé de la cabine de contrôle, les 12 lettres de Clémentine étaient nettement visibles. Et si tout se déroulait comme prévu, il faudrait environ 2 jours pour atteindre le fond. Les hommes se souvenaient de la joie qu'ils avaient éprouvée pendant les essais en mer, au large de Catalina, quand ils avaient réussi à assembler 15 tubes, puis 20 en une journée. Il leur fallait maintenant en assembler 300 en 50 heures. Pour se faire une idée des problèmes posés encore une fois par la récupération du sous-marin, encore une fois, il faut s'imaginer au sommet d'un immeuble de 411 mètres de haut, par une nuit sans lune, armé d'une ligne à l'extrémité de laquelle serait fixée une cage de 4 mètres de long, et dans ces conditions, avec un vent soufflant à 45 km à l'heure, essayer de saisir un tube de 3 mètres posé sur le trottoir. Pareil, la ligne dévierait sensiblement de la verticale. L'assemblage de tubes d'une longueur 12 fois supérieure à la hauteur de l'immeuble n'aurait jamais pu atteindre le sous-marin sans l'aide des sonars et des hélices de Clémentine. Et pendant que Clémentine s'approchait lentement de son objectif, à raison de 3 cm à la seconde, un sous-marin qui se trouvait sur le pont principal signala soudain la présence de bâtiments soviétiques. Et une nouvelle fois, il se dirigeait vers l'Explorer. Si vous me croyez, ça sent pas bon. Et bientôt, les bateaux russes vont grandir à l'horizon. Une fois de plus, sur le pont de l'Explorer, les marins s'efforcent de présenter l'image d'un navire de forage normal. Et quand les soviétiques ont été assez près pour distinguer clairement le déroulement des opérations, les responsables ont décidé de suspendre carrément l'assemblage jusqu'à leur départ. Mais les Russes sont restés plus longtemps que la fois précédente, observant le navire, à la jumelle, prenant des photos au téléobjectif. À bord de l'Explorer, vous pouvez imaginer la tension qui commence à monter. Les hommes se souvenaient d'un coup des testaments dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'ils ont rédigés, et priaient le ciel que les Russes s'abstiennent de toute initiative belliqueuse. On a souvent demandé aux responsables de la CIA si des plongeurs soviétiques pourraient se glisser sous l'Explorer et observer ce qui se déroulait sous l'eau. Clémentine, à ce moment-là, n'était plus visible, mais effectivement, un homme grenouille audacieux aurait pu se poster sous le navire et découvrir quand même les travaux de récupération. Et dans ce cas-là, il ne manquerait pas de voir Clémentine et le sous-marin tout en bas. Pendant plusieurs heures, les chalutiers soviétiques vont croiser à quelques centaines de mètres de l'Explorer, mais subitement, ils ont relâché leur surveillance et ont fini par s'éloigner. L'assemblage a donc repris aussitôt. Sous l'action des machines, les tubes vont s'enfoncer à nouveau, suivant un rythme régulier. Et après 2 jours de descente, Clémentine atteint une vallée sous-marine par 5100 mètres de fond, 17 fois la profondeur maximum que peuvent supporter les sous-marins nucléaires. Il lui fallait résister
à une pression de 620 kg par centimètre carré. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.